Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag, semaine à 2 matchs, semaine à 2 victoires pour Metz Handball, avec un déplacement validé à Podgorica et la réception réussie de Besançon. C'est au sommaire du jour, on parlera également du prêt de Catherine Gabriel et de toute l'actualité de Metz Handball, vous vous en doutez. Et avec moi, Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut Mathieu, salut à tous. En pleine forme pour cette nouvelle émission ? La dernière fois que j'étais venu, c'était 2 matchs de défaite dans la semaine. Là, on est à 2 matchs de victoire, c'est mieux. C'est vrai, on sent un petit peu mieux, là, c'est un petit peu plus léger. Justement, en plus, on a une joueuse de choc pour nous accompagner dans cette émission et nous parler de ces 2 victoires. C'est Lucie Granier. Salut Lucie. Salut, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas reçu dans Dragon Mag. La dernière fois, c'était en octobre dernier, hasard des calendriers. Donc on est très content de te recevoir. On a plein de choses à évoquer avec toi et on va commencer avec l'actu. Et comme souvent, on débute avec l'équipe de National 1 féminine de Metz Handball. Pour leur premier match de la saison dans la peau du leader, les jeunes Dragons recevaient Strasbourg ATH, un autre centre de formation, avec un effectif largement remanié sans Clémence Castetz, Léa Ferdilus, Ivana Atangana ou encore Marie-Ève Holler. Ça ne les a pas empêchés de s'imposer avec conviction 29-22. Prochain match le 14 février face à Yutz après les Interpôles. Ce sera peut-être l'occasion de prendre une revanche sur le premier match qui avait été perdu en début de saison. De leur côté, les Yussoises ont d'ailleurs retrouvé une dynamique positive avec une victoire sur le terrain de Céris, 30-26. Elle vous a sûrement manqué ces dernières semaines. C'est le retour de l'actu des réseaux avec Aymeric Guillaume. Regardez. Oh, ça va vous ? Depuis le début de l'année, les réseaux, c'est un peu un grand océan tout vide. Il se passe pas grand-chose. Mais j'ai quand même dégoté quelques trucs croustillants. Regardez. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de Léna Granvaux. Une belle occasion de ressortir les dossiers. En parlant d'anniversaire, il y a aussi celui de Christina Jorgensen. Apparemment, elle va participer au remake de C'est pas sorcier et fait déjà chauffer le camion. Allez Marcel, en route ! Autre ambiance, celle des kinés en déplacement. Personnellement, j'ai vu tous les épisodes de Dexter et ça me rassure moyen. Après son interview de Sabrina Novotná, notre présentateur star d'émission est aussi devenu une star en République tchèque. Dobra prace, Mathieu. Moment câlin pour Johanna Bunsen aux arènes qui a pu recevoir la visite de sa famille. Et ça fait chaud au cœur. Et ce qui fait chaud au cœur, ce sont aussi les retrouvailles d'Anne-Emmanuel Augustine et Zalia Tamlamali, ou encore celles de Suzanne Vajoka et Camille Mandré. Pendant que ça se fait des câlins sur les terrains, d'autres charbonnent. Ah non, d'autres font des pâtes. Atelier cuisine entre Christina Jorgensen, John Usher et Tsacha Stanko. Ça me donne faim tout ça. Samuel Breton et Samuel Mani ne sont pas en manque de sucre. En tout cas, tout fiers du réaménagement de la salle de muscu des arènes, ils ont proposé de belles pirouettes. Et attention, on valide fort. Allez hop, retour sur la terre ferme, j'ai du scroll à assurer. On se retrouve très vite et bonne émission Mathieu, Rémi et aussi Lucie. Allez, des bisous. Merci Aymeric, ouais c'est vrai, j'ai percé en République tchèque. Je crois que je vais démissionner, je vais changer de vie, je vais tout plaquer. Non, peut-être pas en fait. Je vais peut-être rester encore ici, il y a plein de choses à raconter, parce que dans l'actu, il y a aussi la validation de la participation de l'équipe U17 championnat de France de Metz Handball à la toute première édition de l'EHF Youth Club Trophy. Il y aura 4 tournois de qualification entre fin mars et début avril, et les toutes jeunes Dragons disputeront celui d'Ankara en Turquie. Il faudra se frotter à Odense, au CSM Bucarest et au Kepes BSK. Au bout de la compétition, la possibilité de se qualifier pour un Final Four qui se jouera à Budapest, au MVM Dome, comme pour la Champions League. Plutôt une belle occasion quand même pour des jeunes joueuses comme ça qui sont en devenir. Lucie, toi, t'aurais bien aimé jouer un championnat comme ça, international à 17 ans et pouvoir découvrir les grandes compétitions ? Clairement oui. Je pense que c'est une chance incroyable et le vivre si jeune, je leur souhaite de tout mon cœur. On va suivre ça de très près, à commencer par ce tournoi en Ankara avec des équipes assez relevées. Alors c'est la toute première édition de cette compétition. L'année dernière, ça avait existé chez les garçons. Ça arrive assez rapidement chez les filles. On va voir ce que ça donne, mais ça va être très intéressant. Et j'irai personnellement faire un petit tour à l'entraînement des U17 à un moment donné pour essayer de prendre des informations et voir comment elles se sentent par rapport à cette compétition qui se prépare. Ainsi se clôt l'actu de la semaine. Je vous propose de passer à notre récap. Et dans le récap, bien sûr, on va reparler des matchs de la semaine. Le tout premier nous emmène à Podgorica pour une joute face à Budućnost, une équipe de bas de tableau en Ligue des Champions, dans la poule de Ligue des Champions, mais qui ne manque pourtant jamais une occasion de titiller les gros. Lucie, comment est-ce que tu as vécu cette rencontre à l'extérieur ? On sait que Budućnost est une équipe qui est allée chercher des points là où les experts ne s'y attendaient pas. Ouais. Donc on avait vraiment à cœur de, les prendre au sérieux et de faire un bon match. Pour relancer aussi un petit peu une dynamique après ce gros mois.
Rémi, c'est un match de Champions League, mais qui a quand même permis à l'effectif de tourner pas mal. Quasiment tout le monde est entré, y compris Clémence Castex et Léa Firdilus, les jeunes de l'effectif. C'est important aussi de pouvoir se mettre en jambes comme ça contre des équipes qui sont malgré tout composées de joueuses professionnelles et parfois de vétérans assez chevronnés. Non, et puis une équipe qui a battu Bistrita il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on avait l'habitude de prendre une confrontation contre Podgorica, pas comme une promenade, mais et ce qui surprenait, parce que pour les gens qui sont vieux comme moi et qui ont eu l'habitude. Tout de suite. Non, mais enfin, tu me montrais cette image-là, tu me disais c'est à Podgorica, tu me l'as montré il y a 10-15 ans. J'ai dit mais c'est pas possible, parce que là-bas, t'entrais, c'était une arène. Le public, c'était une joueuse en plus qui te faisait très mal. Bon, là, l'hostilité, elle est moindre, parce que également le niveau de l'équipe est moindre. Moi, je suis très satisfait parce que ce match est à mon sens le match qui a remis votre collectif sur les rails. Il y avait de toute façon un traumatisme à passer parce que 2 défaites d'affilée, même si elles sont acceptables, c'est pas une habitude. Le match contre Storhamar a permis de réinsuffler une dynamique, mais il était compliqué et l'équipe de Storhamar elle est compliquée. Et là, on a le match d'après, c'est-à-dire que c'est bon, on a vu 2 équipes qui ont un statut complètement différent sur la scène européenne. Le petit Buduknoš, même si j'aime pas dire ça au regard du palmarès de cette équipe et de l'historique qu'elle a, contre Metz Handball, le candidat plus ou moins déclaré à être d'abord au Final Four et pourquoi pas à gagner cette Ligue des Champions. C'est ce que j'ai vu. Et en plus, ce qui m'a rassuré, c'est que j'étais sceptique et j'attends des réponses, parce que bon, il reste encore des matchs et autrement plus coriaces que cela. Moi, j'ai été, malheureusement, j'attendais le match contre Brest et Győr. Je me suis dit, quand les valeurs sûres de Metz Handball ne marchent pas, j'étais peiné du manque d'alternatives. Et pour moi, ça passait aussi par le rôle des arrières. Or, alors, est-ce que c'est son... Dans ce match, Axner voilà, est-ce que c'est l'annonce de son départ qui l'a libéré ou pas? J'ai trouvé Tinera Axner et aussi contre Besançon beaucoup plus incisive, qui a pris plus de responsabilités. Un petit peu pareil pour Anna Albeck, que je trouvais sur le reculoir ou sous-utilisé, que j'ai trouvé prendre plus de responsabilités. Voilà, ce sont des choses que je n'avais pas forcément vues depuis le début de la saison. Voilà, le talent de Lucie, on le connaît, l'apport de Sarah, on le connaît, de Lena, on connaît tout ça, Bunsen, on connaît ses qualités. Mais quand il y a un petit grain de sable dans toutes ces qualités-là, on a besoin d'autre chose. C'est ce qui a manqué contre Győr et contre Brest. Et j'ai l'impression que, alors évidemment que l'adversité n'est pas la même, que contre Podgorica, puis après contre Besançon, on a vu que le danger pouvait venir d'ailleurs du côté de Metz, et c'est un petit peu rassurant. Lucie, Rémi parle un petit peu des alternatives qui peuvent exister sur les différents postes. À ton poste, cette année, c'est un petit peu particulier, puisque en l'absence de Manon Erard, pour le moment, son retour se prépare. Tu es un petit peu seul au poste, aidé par Clémence Castex et par Blandine Gros en début de saison. Comment est-ce que ça se passe pour toi, justement, cette saison particulière où finalement, ça repose énormément sur toi? Disons qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps de jeu. Je dois aussi apporter un maximum à l'équipe, donc forcément j'ai du poids sur les épaules, mais ça reste un sport collectif, ça reste quelque chose où je me sens tellement bien dans mon quotidien que ça ne me dérange pas. J'ai été écoutée lorsque j'ai dit que j'étais un petit peu fatiguée, j'ai eu un petit peu de repos et voilà, maintenant il ne faut pas oublier que les 2 petites jeunes là qui sont venues ont fait leur taf, notamment Clémence dernièrement qui... Je crois qu'elle est toujours à 100% au tir. Ouais, tout à fait. Donc elles ont plein de qualités et en l'absence de Manon qui est bien sûr une ailière incontournable, elles ont assumé leur rôle pleinement. Alors, du côté, alors forcément, toi, tu es une compétitrice, tu veux jouer, tu veux avoir du temps de jeu, etc. Mais est-ce que tu sens que ça pèse quand même un petit peu sur tes performances? Tu dis que tu as été écouté quand il y a eu cette demande de repos un petit peu. J'ai aussi en tête le match de Dijon où en deuxième mi-temps, à un moment donné, tu sors et on joue sans ailière droite, mais ça permet aussi de trouver d'autres alternatives. Tu sens que ça pèse quand même au fil de la saison? Forcément, je dirais que le corps, c'est une machine et plus tu l'utilises, plus elle s'use, on va dire ça comme ça. Ouais. Après, on reste on va dire à la moitié de l'année. Il y a eu les fêtes qui m'ont aussi reposée physiquement et mentalement. J'aime bien les joueuses internationales. Elles disputent une grosse compétition internationale, le mondial, etc. Puis ouais, j'ai eu une semaine au fait et c'est bon, ça m'a reposé. Donc, je peux pas dire que ça n'impacte pas, puisque je pense que parfois, quand le corps ou l'esprit est fatigué, ça peut
entamer un petit peu tout ce qui est lucidité, tout ce qui est charge pendant un match et un entraînement, mais après on a quand même énormément aussi d'outils, que ce soit avec les kinés, j'y vais beaucoup, avec même aux entraînements où parfois c'est un petit peu régulé, donc je ne vais pas m'en plaindre parce que j'adore jouer. Bien sûr qu'on ne peut pas négliger que j'ai eu beaucoup de temps de jeu et j'adore ça. Mais j'ai quand même hâte aussi que Manon revienne parce que, de un, elle manque au collectif et de deux, je trouve qu'on fait un bon binôme. Voilà. J'en doute pas une seule seconde. Manon, on t'attend, hein, tu le sais. C'est pas une surprise, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Bon, toujours est-il que ce match face à Budućnost s'est terminé avec une victoire de 16 buts pour Metz Handball. Dans le même temps, Bistrita s'inclinait contre Győr et Esbjerg s'imposait à Debrecen, ce qui nous donne ce classement de Champions League qui est assez intéressant désormais à observer, avec des vraies tendances qui se dégagent à quelques matchs finalement de la fin de la phase de poule. Győr ouvre la voie, Bistrita est un petit peu distancé, il reste désormais Esbjerg comme concurrent à Metz Handball, mais il y a une petite distance malgré tout qui s'est créée. Les Danois se déplacent à Storhamar le week-end prochain, et dans l'autre groupe, il y a Brest qui reste accroché à la première place avec 4 équipes à la bataille derrière pour décrocher une place de qualification directe. Là aussi, ça va bien se frotter dans les dernières rencontres, mais pour le moment, nous, on va parler plutôt du championnat de France à présent avec la réception de Besançon. Et c'est toujours, je pense, Lucie, un match un peu particulier pour toi de jouer contre Besançon. Tu y as passé du temps, tu as des attaches. Il y a encore des joueuses que tu as bien connues là-bas. Ça devait avoir une saveur particulière. Forcément, c'est un club pour qui j'ai beaucoup de cœur par son club, mais aussi par les filles qui y sont encore. Quand je porte le maillot de Metz, je suis messine à 100% et j'ai qu'une envie, c'est de gagner. Mais voilà, dès que le coup de sifflet se finit, j'ai énormément de respect aussi pour cette équipe qui se bat, qui fait des beaux résultats, qui est pour moi l'une des plus agressives, que ce soit en montée inversée ou en esprit d'équipe de ce championnat. Donc très heureuse de jouer contre aussi. Et d'avoir gagné, désolée. mais oui, forcément, c'est un club pour qui j'ai beaucoup de respect. Justement, cette équipe, tu le dis, elle a des valeurs de combat, etc. Elle vous a un petit peu mis dans le dur au tout début du match. Elle vous met à -3. Est-ce que c'est Besançon qui démarre bien son match ou est-ce que c'est Metz qui a un petit peu de mal à activer la machine ? J'ai du mal à trancher sur du noir ou blanc, je dirais du gris. Elle est dure la question. Ouais, et puis je pense que c'est toujours des deux côtés. Je pense que Besançon fait une très bonne entame de match, très rythmée, qu'elle propose un jeu fluide, qu'on a un petit peu de mal à contrôler. Je trouve que nous, je dirais pas surprendre, parce qu'on s'attendait à ce que Besançon commence très fort, mais on n'a pas trouvé les clés directement dès le coup de sifflet du début. Il va falloir qu'on fasse aussi attention à ce genre de choses, puisque les débuts de match, c'est très très important, même si ça ne fait pas la fin en soi. C'est sûr que si vous partez à -3 à chaque fois, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être compliqué. Donc voilà, peut-être essayer de chercher cette petite clé pour commencer un peu plus fort et donner plus de fil à retordre, comme on dit, aux équipes dès les premières secondes. Rémi, dans l'absolu, le scénario de ce match, c'est un petit peu un classique pour Metz Handball, avec Metz qui crée un écart tout doucement au fil de la première mi-temps, et puis après qui le manage à la perfection et qui tient l'équipe adverse à distance, qui dégoûte parfois même un petit peu dans certaines séquences. Ouais, c'est pour ça qu'il faut un peu aseptiser la sévérité qu'on peut avoir sur le tout début de match. Parce que si tu te mets à la place du coach de l'équipe adverse, tu as déjà été dans l'équipe adverse de Metz Handball, tu n'as pas d'autre choix que de démarrer le match à 400%. Parce que si tu commences par Metz Handball, qui t'est supérieur sur tous les aspects physiques, techniques, handballistiques, sur l'effectif, sur tous les aspects, si tu commences avec un 0,4, tu ne reviendras jamais. Mais si toi, tu commences à 400%, que tu fais douter les Messines, que toi, tu mènes 3 à 4-0 et que la machine s'enraye à Metz, tu te dis pourquoi pas. Alors il reste du chemin, parce que tu auras fait que 5-6 minutes dans le match. Mais voilà, c'est la volonté de toutes les équipes qui viennent avec l'ambition d'embêter un peu Metz Handball. Elles savent que la montagne, elle est immense, mais que si elle doit être gravie, ça passe par un début de match comme ça. Donc, Metz Handball, je pense que c'est plus ou moins volontaire, mais tu démarres pas le match avec le couteau entre les dents comme tes adversaires, et c'est logique. C'est pas un excès de prétention, c'est pas du tout ce registre-là. C'est simplement normal. C'est que tu sais que toi, tu peux être dans une gestion beaucoup plus longue. Et
tu regardes le scénario des matchs, tu te rends compte que bon, finalement, tu les abordes plutôt sereinement, ces matchs-là, parce que tu sais que la tempête va vite être aseptisée, parce que physiquement, les joueuses d'en face, elles vont tirer la langue, elles vont avoir moins de réussite à un moment donné. Et puis toi, tu as plus de rotation d'effectifs. Physiquement, tu es plus au top, même si tu enchaînes les matchs, mais structurellement, on a vu la nouvelle salle de musculation. Ouais, on fait pas que être dans cette salle, attention. Bon, c'est pour ça que ces matchs avec des... C'est pas des débuts de match ratés. Bon, voilà, si tu joues contre Geur et que tu n'es pas au niveau de l'agressivité de Geur, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque le début de match était plutôt c'était un gros mano à mano. On a vu que la grosse intensité physique de Geur dès le début du match, vous étiez au rendez-vous. Enfin, voilà, vous n'avez pas pris le début de match par-dessus la jambe. Donc voilà, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ces petits débuts de match. Ça ne dure pas longtemps. Tu l'as évoqué un tout petit peu avant en parlant du match précédent, mais je voudrais qu'on revienne aussi sur le cas de Tyra Axner. 8 buts à Podgorica, 10 buts contre Besançon, ça lui en fait 18 en 2 matchs. Elle joue assez libérée, la Suédoise, depuis quelques temps. C'est assez bluffant de la voir comme ça, parce qu'on avait toujours le sentiment qu'elle avait un poids sur les épaules. Elle est en train de s'en libérer un peu. En fait, on a l'impression que elle a le talent de handballeuse. Ouais, c'est indéniable, c'est une joueuse de très très haut niveau. Et on sent que c'est une histoire de déclic. Ses tout premières minutes avec Metz Handball, quand elle était arrivée, on s'est dit le culot qu'elle a. Elle tentait, elle y allait, elle n'avait pas froid aux yeux. Et on a l'impression qu'après, elle s'est mise à réfléchir un petit peu trop, je pense, à son handball. Et qu'elle se mettait sans doute une pression et qu'elle prenait moins de responsabilités, que parfois, elle n'osait pas forcément y aller. Parce qu'il y avait du déchet, mais peut-être qu'elle l'acceptait mal. Et alors, hasard du calendrier ou pas, on apprend qu'elle est fixée sur son avenir, qui ne se jouera malheureusement pour elle, enfin, ou pas d'ailleurs, parce qu'on lui souhaite évidemment... Elle rebondit dans un club qui n'est pas non plus, voilà, elle ne rebondit pas n'importe où, mais là, les 2 matchs qu'elle sort, c'est des matchs d'une Tyra Axner qui est complètement libérée. Alors, à voir si, quand le ballon sera beaucoup plus chaud, face à d'autres adversaires, dans un contexte où le match sera un peu plus serré, elle aura l'état d'esprit pour le faire également. En tout cas, c'est une arme dont on aura besoin. Parce que, voilà, moi je l'ai dit, je trouve qu'on n'a pas assez de danger sur des tirs qui viennent de loin, sur des arrières qui peuvent un peu prendre des risques. On a d'excellentes... On a une densité au poste de demi-centre qui est géniale, une liaison avec Sarah qui commence à être un petit peu plus rouillée parce que... c'est un énorme point fort de Metz Handball. On voit bien que elle est un peu attendue. Elle a il y a du travail vidéo qui est fait partout en Europe. Donc on a vite compris que c'était une immense qualité. On a des ailières de niveau mondial. Bon, des 2 côtés, mais sur ce côté-là, moi, ça pêchait un petit peu. Donc, tant mieux. Hein. Si Tyra Axner arrive et nous fait des dernières semaines avec le maillot jaune et bleu de ce niveau-là, on prend et ça nous servira. Elle a même quelques mois encore devant elle. Ouais. Lucie, tu en penses quoi de la dynamique de Tyra? Souvent, il y a ce truc, on dit, la joueuse fait des super prestations à l'entraînement, mais ça ne se voit pas forcément en match. Là, elle est peut-être en train de se mettre à corps avec ce qu'elle pouvait proposer sur le terrain d'entraînement aussi. Je pense que Tyra, elle a des qualités indéniables. Je pense qu'elle apporte beaucoup au collectif et je pense qu'elle pourrait apporter encore plus, comme ces derniers matchs. À nous de la mettre en situation aussi, puisque finalement, c'est un peu les systèmes qui peuvent la mettre en situation. À elle aussi de se faire confiance à 100% parce qu'elle a tout pour. Et voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on avance dans ces tirs de loin, dans cette... puisque une ailière, quand elle va au tir, elle a beaucoup de pression parce qu'elle doit le marquer, elle doit avoir un pourcentage, etc. Mais bon, le rôle de l'arrière, c'est aussi d'être efficace de loin, prendre des responsabilités face à des joueuses qui font 1m85, 90. Donc, elle a aussi beaucoup de comment dire, des choses à montrer. Donc voilà, elle nous apporte énormément et je suis sûre qu'elle va nous apporter encore plus sur cette fin de saison. En tout cas, on sent qu'il y a une relation aussi de confiance avec Emmanuel Mayunat qui la laisse un peu plus prendre ses responsabilités, etc. Et ça va pouvoir porter ses fruits sur les prochaines semaines. En tout cas, ce match contre Besançon, il a marqué la fin de la phase allée de la compétition. Voici le classement, ça nous donne une photographie, un état des lieux aussi intéressant à l'image de ce qu'on a vu sur la Champions League tout à l'heure. Brest est tout en haut, et oui, il faut s'habituer. Metz est à la chasse. Chambray ferme le trio tête, mais est déjà bien distancé par les 2 premières. Derrière sa bataille, Nice a perdu de précieux points. Saint-Amand a pris l'ascendant.
Il y a aussi la JDA Dijon qui va forcément chercher à remonter par tous les moyens. Il y a Planteluc qui n'est pas loin. Et en bas, c'est très chaud pour la lutte au maintien avec Sambre, Le Havre et la Stella qui sont à égalité. Et aussi attention pour Strasbourg qui n'est pas tout à fait tiré d'affaire. Rémi, un petit prono pour l'équipe qui viendra compléter le trio tête parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même de ça qu'il s'agit dans le championnat de France, c'est de savoir qui sera troisième. Ouais, j'ai l'impression que le troisième logique, c'est Dijon. Alors ça ne se voit pas forcément sur la forme actuelle, ça ne se voit pas dans le rapport de force avec Metz ou Brest. Mais Dijon, c'est une équipe qui fait aussi bonne figure sur la scène européenne. Et il est pour moi le troisième naturel, même s'il n'y a rien de naturel, il faut jouer les matchs bien évidemment et tout est encore serré. Derrière Metz ou Brest, voilà. Je dis Metz ou Brest, pas Brest ou Metz, notez la nuance. On note la nuance, Il reste une phase retour et un match retour. Voilà, si c'est le prono que je peux donner. Après, ça reste très serré. Et si c'était Besançon qui jouait la troisième place avec une remontée folle? On reparle de l'ESBF, on ouvre le parafeur. Alors bien sûr, hein, je troll un petit peu, il y a du boulot au niveau de l'ESBF et les ambitions ne sont pas forcément d'aller chercher une troisième place ou quoi que ce soit, mais plutôt d'aller retrouver les places européennes déjà dans un premier temps. Mais je vous disais la semaine dernière qu'on ne sortirait probablement pas le parafeur de sitôt, si ce n'est pour parler du cas de Catherine Gabriel. Eh bien, c'est arrivé un petit peu plus vite que je le pensais. Jeudi, Metz Handball a annoncé le prêt de sa gardienne à l'ES Besançon féminin jusqu'à la fin de saison. Une situation gagnant pour Metz Handball qui souhaitait trouver une porte de sortie à l'ex-internationale française, pour Besançon qui se renforce suite à la rupture du ligament croisé de Florence Bonnet, et pour Catherine Gabriel qui va pouvoir retrouver les terrains et pouvoir un petit peu reprendre du rythme. Ton avis sur la question, Rémi, sur ce prêt de Catherine Gabriel jusqu'à la fin de saison? On va déjà parler de l'aspect humain. Je suis content. Parce que je saisis les arguments et j'aurais fait exactement la même chose que la rédaction de Metz Handball, c'est-à-dire que l'opportunité Bunsen, il fallait la prendre et on voit la qualité, on la connaissait de toute façon de Bunsen, mais il y a forcément un petit côté entourloupe pour une Catherine Gabriel que tu fais venir au mois de juillet et c'est pas la perspective que tu lui offres. Ouais. Alors, vous avez toute conscience que vous êtes des sportifs d'autre niveau, que la concurrence peut intervenir à n'importe quel moment. Et sur un poste de gardienne où, évidemment, tu n'en as qu'une sur le terrain au même moment, tu peux vite te retrouver la troisième. Elle n'a pas joué depuis quand? Depuis octobre ou novembre avec le maillot de Metz Handball, Catherine Gabriel. Elle a été présente sur 8 feuilles de match en tout depuis le début de saison, sur 24 25 matchs joués. Alors, le club Metz Handball aurait pu rester ingrat jusqu'au bout, et c'est-à-dire de dire on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive une tuile et qu'on soit obligé de se priver d'une gardienne pour le Final Four. Et là, on serait très content d'avoir une gardienne de niveau-là qui puisse rentrer à nouveau dans l'effectif. Encore que, est-ce qu'elle aurait été vraiment concernée par le projet dès l'instant où elle n'a pas une seule minute de jeu depuis le mois de novembre? Donc, voilà, moi, je suis content parce que on ne peut pas s'empêcher de penser à cette gardienne à qui on avait promis autre chose, qui était venue pour un autre temps de jeu, pour d'autres projets, et qui se retrouve à regarder les matchs sans avoir un rôle dans cette équipe, aussi performante sur cette équipe. Donc voilà, c'est très bien qu'elle ait ce challenge-là, parce qu'elle a 31 ans, c'est quand même une gardienne qui a porté le maillot de l'équipe de France. Elle a d'immenses qualités. Malheureusement, on ne les aura pas vues à Metz Handball, et ce n'est pas forcément de sa faute. Donc allez, on lui souhaite évidemment tout le meilleur, et on gardera quand même en tête une attitude qui est irréprochable, qui n'a pas toujours été le cas des gardiennes qui ont été cantonnées à ce rôle-là. Catherine Gabriel a quand même assumé un statut qui n'était pas compliqué à assumer en silence avec beaucoup de professionnalisme. Question investissement, j'ai en tête une image qui n'est peut-être pas forcément passée à la télévision ou quoi que ce soit, mais je l'ai vu du bord de terrain. Le match contre Győr, justement, elle t'interpelle pendant le match pour te dire, Lucie, la joueuse là, il faut faire ci, il faut faire comme ça, parce qu'elle la connaissait, elle qui a joué aussi en Hongrie. Donc niveau investissement, même du bord de terrain, même depuis la touche, elle a quand même continué à donner un peu son apport. Lucie, moi je voulais te demander justement comment c'est perçu ces départs en cours de saison. C'est pas courant à Metz Handball de voir des joueuses partir en cours de route. Là, il y avait déjà eu Laura Godard qui était présente. On le savait dès le début que son temps à Metz Handball était particulier avec le retour de Chloé. Là, il y a Catherine Gabriel qui part en cours de route aussi. Comment est-ce que c'est perçu au niveau de l'effectif? Au niveau de l'effectif, je ne sais pas. Je vais parler de moi, tout simplement. Comment est-ce que c'est perçu de ton côté? Non, je rejoins un petit peu Rémi dans le sens où Cathy n'a pas eu beaucoup de temps de jeu sur cette saison et c'est quelqu'un d'exemplaire qui a énormément donné à cette équipe. Je te corrige un petit peu parce qu'elle n'a pas de rôle, parce qu'elle avait un énorme rôle, parce que quel que soit, et je sais que ce n'était pas ton fond de pensée, donc c'est pour ça que je le précise, chacune a son rôle, quel que soit son temps de jeu ou de feuille de match. Mais c'est vrai que pour elle, pour son confort, c'était pas forcément l'idéal. Donc je suis très heureuse et je pense que le groupe l'est aussi, qu'elle puisse
aller dans un club en plus qu'elle connaît. Elle a été formée là-bas, il y a joué pendant oui. plusieurs années. Ouais. C'est la première fois que j'ai joué avec elle, c'était à Besançon d'ailleurs. Donc qu'elle puisse aller prendre du plaisir, surtout puisque le rapport au sport, il faut, même si c'est notre métier, il faut que ça reste du plaisir pour que, je pense, la performance soit là aussi. Donc je suis très très contente pour elle qu'elle puisse aussi faire cette deuxième partie de saison dans un club où elle aura forcément un rôle différent puisque elle a le niveau et pour Metz et pour Besançon. Et puis il y a des challenges aussi qui attendent Besançon avec l'ambition de développer ce collectif et d'aller le plus loin possible. Donc ça va être assez intéressant pour elle, il y a de beaux challenges. Et puis elle va apporter de l'expérience. Bien parce sûr. que c'est vrai qu'on n'a pas vu Zouzou, Alizé, qui va, j'espère, bientôt revenir. Mais du coup, ça met aussi un petit peu d'expérience dans cette équipe et je suis bien contente qu'elle soit partie après notre match pour pas qu'on joue contre Cathy parce que j'aurais pas voulu la rencontrer maintenant. C'est vrai que ça aurait été particulier quand même de faire ce genre de situation là et on sait que les gardiennes qu'on a... Les anciennes troisième gardiennes de Metz Handball qui jouent contre nous ne font pas de cadeaux. Ouais, on va pas y revenir tout de suite. On en reparlera plus tard de ça, on a encore d'autres choses à dire. Mais justement, ça semble aussi un petit peu clore ce départ à Catherine Gabriel, la période mercato, puisque on est à peu près fixé pour l'année prochaine sur tous les postes, sur tous les recrutements arrivés départ. Comment est-ce que toi tu l'as vécu cette période-là, Lucie? C'est toujours un peu particulier dans une saison. Toi, tu étais tranquille. Ouais. Ton contrat, il a été signé l'année dernière pour 2 saisons, donc c'est assez verrouillé. Mais il y a eu un petit peu plus de mouvement que prévu. Comment est-ce que tu t'es sentie dans le rôle d'observatrice? Alors on est toujours moins touché quand on est observatrice parce qu'on n'a pas à réfléchir à notre avenir. Donc déjà c'était quelque chose que j'avais pas à faire. Forcément devoir partir des filles avec qui j'ai joué, ça fait toujours mal au cœur. Surtout que je pense qu'on a vraiment une bonne relation ici entre nous. Il y a des bonnes nouvelles aussi. À l'arrivée de Christina qui est une très grande copine à moi que je vais retrouver. Donc c'est le sport, aujourd'hui notre métier, c'est partir, tenter des choses, revenir quand on en a l'opportunité. De l'extérieur. Je préfère pour le moment être de l'extérieur et puis voir un petit peu ce que ça va devenir. Ça me fait pas peur parce que Metz a toujours, quels que soient les départs et les arrivées, réussi à fédérer une équipe. Donc aucune peur sur ça. Mais forcément, les gens qui partent, ça fait toujours un peu de baume au cœur, quoi. Ouais, on aura l'occasion en tout cas de reparler de tous ces départs et il y aura forcément quelques petites larmes qui vont couler en fin de saison. On a l'habitude aussi. À Metz Handball, l'année dernière, il y avait eu 10 départs, donc forcément ça fait aussi toujours un petit peu mal. Mais voilà, là cette année sera aussi un petit peu particulier. Pour le moment, je vous propose de refermer le paraffeur, certainement pour un bon moment. Je vois mal ce qu'on pourrait encore annoncer, ce qui pourrait bouger dans les prochaines semaines. On le garde pas trop loin, on ne sait jamais, parce que la semaine dernière, je m'étais trompé. Donc voilà. Mais pour le moment, on va marquer un temps mort. Et mercredi a eu lieu le tirage des quarts de finale de la Coupe de France. Metz Handball, quadruple vainqueur en titre de la compétition, a forcément à cœur d'aller décrocher un 5e sacre consécutif. On continue de valider des records après records à Metz Handball, mais ça passera par un match contre Brest aux arènes de Metz, une équipe qu'on n'a pas du tout l'habitude de jouer. Ça change, Rémi, hein, on les connaît pas bien ces Brestoises finalement. Après, on ne va pas être hypocrite, on se doute que 95% on avait 95% de chances que cette Coupe de France, ce trophée, se dispute entre Metz et Brest. Donc le match, il nous est offert très tôt. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même aux arènes de Metz. Voilà, on ne va pas bouder notre plaisir que ce match ne soit pas à Brest et qu'il soit à Metz. C'est un trophée qui reste important d'aller conquérir. Il restera évidemment 2 matchs à jouer pour Metz ou pour Brest, selon le vainqueur de ce quart de finale. Mais voilà, moi je vois une très belle affiche qui se profile pour Metz. Je suis content qu'elle soit aux arènes. Lucie, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage contre un gros très vite finalement, un très gros, et des retrouvailles avec les copines du bout du monde qui se font un peu plus tôt que prévu aussi. On avait fixé la date du match retour en championnat, finalement ça va se jouer plus tôt. Eh ben, que dire? Je pense que ça va être un énorme match, je l'espère, parce que ça voudrait dire que l'une des équipes passe à côté et je pense que, en tout cas nous, on essaiera de ne pas le faire. C'est toujours délicat quand ça arrive si vite, puisque aujourd'hui, même s'il y a de très très belles équipes dans ce championnat, forcément celle qu'on pourrait dire qu'on redoute le plus, c'est Brest.
avec la défaite qu'on a eue que -4, je le précise parce qu'il y a un match retour et qu'on va aller chercher. Il n'y a que la moitié qui a été On jouée. va aller le chercher, on l'espère. Et après, j'ai envie de dire aussi qu'en Coupe de France, rien ne se passe toujours comme prévu. Donc, qu'importe l'équipe sur laquelle on serait tombé, on aurait pu faillir aussi. Donc, je ne suis pas de celles qui disent que la finale se joue contre Brest en quart. Parce que Prends ça, Rémi, prends ça. Moi, je dis jamais ça, moi. non, vraiment, c'est juste que pour moi, l'humilité, c'est ça, c'est se dire que quel que soit l'adversaire de cette coupe, il faut qu'on se concentre sur nous et sur ce quart parce que ça va être très difficile. Avant ça, il y a aussi pas mal de matchs, mais je ne peux pas dire qu'on doit se servir de notre défaite d'un point de vue vengeance, parce que je pense que la vengeance, ça apporte jamais rien de bon. Et je pense par contre qu'il faut servir de nos erreurs techniques pour faire mieux. Et une rage qui fasse vibrer les arènes ce jour-là. C'est vrai que ça fait quelques années que ça se joue à la Brest Arena en demi-finale. On avait pris une petite habitude, ça fait quelques temps que ça se joue comme ça. Là, ce sera aux arènes. Donc ça peut aussi donner une bonne dynamique de jouer là. Et il me semble d'ailleurs que la Coupe de France, c'est le premier trophée que tu as décroché en club. Il doit avoir une petite importance particulière, ce trophée-là. Tout à fait. C'est le premier titre avec un club. C'est quelque chose d'incroyable. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite vraiment. Et puis, contente que ce soit à Metz aussi. Par rapport au public, puisque c'est vrai que ça fait quelques années que ça se joue là-bas. Et il y a plein de procédés qui sont organisés, notamment au Kinépolis, pour que les gens puissent nous voir. Il y en a qui se déplacent. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu pour eux, pour ces gens qui viennent nous voir, qui nous regardent. Donc c'est aussi pour ça qu'on doit gagner ce match. Ouais, je pense qu'on aura une très belle ambiance aux arènes. Alors la petite ombre au tableau de ce tirage au sort, il y a eu un petit peu de polémique sur les réseaux sociaux. Certains ont jugé que Philippe Bana n'avait pas ou pas suffisamment remué les boules et faussé le tirage. Personnellement, j'ai tendance à penser que si on devait truquer le tirage de la Coupe de France au niveau de la Fédé, on s'arrangerait peut-être pour avoir Metz et Brest en finale plutôt qu'en quart de finale. Donc bon, la polémique, elle est peut-être, Rémi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être un petit peu galvaudée. Bon, alors la polémique pour moi, elle n'a pas lieu d'être du tout. Et effectivement, et tu as complètement raison. Mais moi, j'aimerais qu'on ait une réflexion par rapport à la promotion du hand féminin, justement, sur cette compétition. Parce qu'on sait que la perspective de la finale, c'est la vraie fête du handball avec la finale masculine, la finale féminine. Et il faut pas fausser le tirage, mais moi, je me dis que pour que la meilleure visibilité d'un match de handball féminin aujourd'hui de club en France, c'est une opposition entre Metz et Brest. C'est ce qu'on peut montrer de plus beau. Tu montres une grande partie de l'équipe de France, tu as la perspective d'un match qui serait serré. Et si on regarde, Metz ne se fait jamais sortir de la Coupe de France par un autre club que Brest. La dernière fois qu'un club a réussi à éliminer Metz ou Brest, c'est ici Paris qui avait battu Brest en 2017. Ça fait presque 10 ans. Ça commence à faire quelques années. Ouais. Alors, avec cet état de fait-là, est-ce qu'on ne peut pas assumer et se mettre un petit peu en mode tennis et faire des têtes de série ? C'est-à-dire que tu prends les deux premiers du dernier championnat et tu dis elles sont tête de série numéro 1 au tableau, 2 en bas de tableau, c'est Metz et Brest, et tu construis un tableau et un tirage au sort autour de ça. C'est pas une manière de fausser les choses, c'est une manière de rendre un peu attractif cette compétition, parce que la dernière finale masculine, ça s'est terminé au tir au but, mais les dernières finales de féminines, le match il est plié assez rapidement, et moi je pense toujours... Je ne pense pas simplement à nous qui sommes fans de handball féminin, je pense à la perspective d'attirer de nouveaux spectateurs. Et ils le seraient plus s'ils voient une opposition entre des joueuses de l'équipe de France plutôt qu'une opposition où, que ce soit Metz, c'est plus souvent Metz bien évidemment, mais Metz ou Brest, qui gagne sans que le match ait forcément un énorme intérêt pour quelqu'un qui soit supporter de l'un ou de l'autre club. Donc moi, je suis persuadé que ça n'a pas été faussé, que Philippe Bana, il a pris les boules et que lui aussi aurait préféré peut-être que Metz et Brest se croisent un petit peu plus tard. Mais je pense qu'on devrait assumer qu'on vise aussi la promotion du handball féminin et de mettre les deux clubs phares qui recensent le plus de joueuses internationales, dont des joueuses de l'équipe de France, pour faire en sorte qu'elles se retrouvent, si elles battent les autres équipes, parce que les autres aussi ont le droit d'exister, et bien évidemment qu'elles ont leur mot à dire. Il y en a plein qui peuvent en témoigner. Manu Mayalad, le premier, il a gagné une Coupe de France avec Mios, dans un contexte où Mios n'était pas une équipe qui pouvait gagner le championnat de France. Voilà, donc ça peut aussi arriver à l'heure actuelle, même si les rapports de force sont un petit peu plus larges à mon sens. Mais ça, pour moi, ça rendrait
service ni à Brest ni à Metz, mais à la promotion du handball féminin, et c'est quand même hyper important. Je ne sais pas si tu feras l'unanimité avec ton idée de format de tennis. Moi, j'ai aussi en tête Brest qui avait un peu jeté la Coupe de France, qui avait fait un forfait, je crois. Ils avaient fait un forfait, il y a quelques saisons, ce qui avait beaucoup faussé aussi la compétition. Donc, je pense aussi un intérêt global pour la compétition, une promotion de la compétition qui ferait que ça bouge un petit peu plus et qu'on ait une belle fête du handball. On a déjà un petit peu corrigé le tir aussi l'année dernière avec ce week-end de compétition, là où les filles avaient été écartées l'année précédente. À voir. Déjà, on va commencer par ce quart de finale. De toute façon, cette année, c'est comme ça. Ce sera contre Brest aux arènes et on aura une belle fête aux arènes, ça c'est certain. Je vous propose de faire désormais un petit tour sur les terrains parce qu'il y a pas mal de matchs à jouer en février, on va regarder ça. Et avant de se consacrer à la Coupe de France qu'on vient d'évoquer à la fin du mois, eh bien, il y a quelques étapes à franchir. Regardons ensemble le calendrier de ce mois de février. Ça démarre à Paris 92, le 4 février, ce mercredi, avec la J14 de Ligue Butagaz Énergie. Ensuite, il y aura Bistrita qui viendra se mesurer à l'ambiance des arènes. Le 11, toujours aux arènes, on retrouvera Toulon. Le 15, il faudra être en jaune à Dortmund. Le 22, ce sera le dernier match de la phase de poule de Champions League, match extrêmement important. Ce sera à domicile face à Esbjerg. Le 25, la Ligue Butagaz Énergie se jouera au Havre avant un dernier match, la Coupe de France dont nous venons de parler. Ce sera face à Brest. 7 matchs, dont quelques rencontres hyper importantes. Qu'est-ce que ça t'évoque ce mois de février, toi, Rémi? C'est un petit peu les montagnes russes, ça monte, ça descend. Il y a des matchs contre des équipes un peu modestes, des grosses équipes, des matchs hyper importants en Ligue des Champions, des matchs importants en Coupe. C'est un petit peu, on passe par toutes les émotions, j'ai l'impression, ce mois-ci. Oui, enfin, il va y avoir des kilomètres, il va y avoir des déplacements, il va y avoir de la fatigue. Il va y avoir Bistrita qui est un match hyper important parce que si tu veux sceller cette deuxième place, il faut gagner ce match. Il va y avoir Esbjerg qui va peut-être avoir son mot à dire jusqu'à la fin. Il va y avoir Brest évidemment en Coupe de France qui vient rajouter tout ça. Alors pour les fans de handball c'est génial. Moi voilà, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Je prône souvent pour un aménagement du handball, pour un petit peu étirer ce calendrier, pour le rendre un petit peu plus... pas confortable, mais en tout cas moins traumatisant pour les sportives, parce que moi j'ai toujours peur des blessures avec les voyages, la fatigue, etc. Mais bon, c'est comme ça, on sait que les mois de janvier et de février sont des mois très denses. Je ne vous parle pas de ce qui arrive après, perspective de quart de finale, de Ligue des Champions. Ça c'est le lot des clubs qui vont loin dans toutes les compétitions. Voilà. Mais voilà, vous êtes préparés à ça. Je veux pas. On n'est pas surpris en fait, Mathieu. Donc même les matchs qui nous paraissent être des matchs simples de championnat ne sont jamais des matchs simples de championnat parce qu'il faut se déplacer, il faut les jouer. Il faut jouer. Il y a une intensité physique, un adversaire qui t'attend le couteau entre les dents. On l'a dit tout à l'heure. Voilà, bonne chance. Ici, qu'est-ce qui t'évoque, toi, ce calendrier du mois de février? On dit toujours qu'en janvier, c'est hyper dense, c'est hyper compliqué. On va pas se mentir, cette année, ça a été le cas. Le mois de février, il est pas mal aussi. Il y a quand même des grosses rencontres. Il est pas mal aussi. Il est très dense. On a beaucoup de matchs. Mais bon, c'est un peu notre quotidien. Donc, tu disais tout à l'heure que tu voulais jouer. Là, tu vas jouer. Oui, je veux jouer. Mais bon, voilà, il faut aussi s'attendre à des gros matchs puisqu'ils vont aussi définir un petit peu la suite. Voilà, aujourd'hui, on a peu de chance à l'erreur en Champions League pour pouvoir accrocher cette place 1-2. On ne sait jamais ce que font les autres. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on soit sûr de notre destin par nos performances. Facile à dire, mais voilà, on va jouer contre Bistrita qui fait une très très bonne saison, contre Esbjerg. Que j'ai plus besoin d'expliquer ou de nommer. On commence à avoir une petite histoire avec Esbjerg en plus. Oui, tout à fait, mais on va aussi à Dortmund. Dortmund qui est en train de monter aussi en puissance en ce début d'année, qui n'est pas facile à jouer là-bas. Entre ça, il y a ces matchs de championnat qu'on ne peut pas galvauder puisque aujourd'hui, on n'a pas le droit du tout à l'erreur en championnat. Donc, ils sont dans une situation victoire à tout prix. Donc. Exactement, puisqu'on peut peut-être essayer de remporter ce championnat avec une défaite, mais pas deux. Ouais. Donc voilà, c'est un gros mois, mais c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui donne de l'énergie. On va aussi retrouver notre public un peu plus souvent, puisque c'est vrai que ces derniers temps, on les a quand même moins vus. Donc j'espère que ce sera un mois plein de victoires, voilà, et ça va être intense. Rémi, ça démarre avec Paris 92 ce mois-là. Paris 92, c'est une équipe peut-être qui surprend un peu dans le mauvais sens cette saison, oui. Qu'on avait pris l'habitude de voir dans le haut de tableau avec des projets sportifs intéressants et qui cette année un petit peu moins bien. Oui, mais le projet sportif ambitieux,
il a un peu pris du plomb dans l'aile. Ouais. Voilà, on n'est plus face à une équipe qui envisage de... Et c'est un peu le constat malheureux que je fais par rapport au championnat de France, c'est qu'on a 2 locomotives, on a des projets qui émergent. Ça a été Paris 92, ça a été Nantes. Et malheureusement, ce sont des projets qui, à un moment donné, alors des fois c'est dramatique comme Nantes, pour Paris 92, ça l'est moins. C'est un club qui est toujours vaillant, qui est toujours là, qui peut toujours nous causer des problèmes. Bien sûr. Mais la politique sportive est largement moins ambitieuse qu'avant. Donc voilà, ce qui ne veut pas dire que ce match sera facile, mais on n'est pas face à une équipe qui pouvait nous faire peur il y a encore 2-3 ans. Ce sera les retrouvailles aussi avec Delia Golvet qui fait toujours partie de Metz Handball, qui est prêtée à Paris 92. Ces retrouvailles comme ça avec des filles qui ont été dans l'effectif, ça fait toujours quelque chose, Lucie. Ça fait toujours plaisir et en plus Delia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc très 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 contente et puis j'espère qu'elle sera très bonne cette saison, sauf contre nous. Voilà. C'est bien ça, non? Bien sûr, non, c'est parfait. Toutes les anciennes Messines peuvent être très bien dans leur Mais pas cadre contre respectif, nous. mais pas contre Metz Voilà. Handball, c'est évident. D'ailleurs, je crois que c'est écrit dans les contrats. Bref, on va passer. Ouais, on souhaite la même chose à Tadou aussi. Ouais. Qu'elle soit forte tout le temps, sauf contre nous. Sauf C'est qu'elle est clair. forte même contre nous. Oui, c'est un problème. Mais Tadou, elle est forte tout le temps, c'est emmerdant. très dur, c'est très dur. En tout cas, on va suivre ce mois de février avec attention, à commencer par ce match à Paris 92 et cette réception de Bistrita qu'on attend bien sûr avec impatience. Mais pour le moment, c'est l'heure des jets de 7 mètres. Et jet de 7 mètres, Lucie, c'est le moment un peu des questions-réponses un petit peu en vrac. On va te poser des questions Ok. qui sortent un petit peu de ce qu'on a pu évoquer depuis tout à l'heure. Et moi, je vais évoquer un petit peu l'équipe de France pour commencer. Et un truc un petit peu particulier, en fin d'année dernière, tu as choisi de changer de numéro de maillot. C'est assez rare finalement les sportifs qui changent de numéro en cours de carrière comme ça. Et pour toi, c'était quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Eh bien, le 31, je ne l'avais pas choisi de base. Et puis, je l'ai gardé et je m'y suis fait parce que ça faisait 13 à l'envers. Donc, Marseille. La Marseillaise que tu es, oui. Marseille, de là où je viens. Et Donc, depuis la Ligue des Champions de foot, elle a dit je change. Parce que j'en peux Non, je soutiens l'OM encore. Mais voilà, du coup, il avait beaucoup de sens pour moi. Mais le 28, c'est le jour de naissance de ma maman. Donc, j'avais à cœur aussi d'avoir cette identité qui me représente. Et je me sens bien avec ce 28. C'est aussi l'anniversaire de mon copain, Hazard, le même jour que ma mère. Donc, voilà. Et je voulais le porter en bleu. C'était important pour moi d'avoir ce numéro-là, même si mon 31-13, je l'aurai toujours et c'est avec lui que j'ai gagné mon titre de championne du monde. Donc voilà. Ah, c'est toujours sympa les titres symboliques comme ça derrière les maillots. Et de surcroît, ton aventure avec l'équipe de France, elle prend du volume année après année. Alors, en préparant l'émission, je suis retombé sur un reportage de France 3 à l'époque pour ta première sélection en équipe de France. Promis, on ne va pas montrer les images, hein, ça va être un petit peu dossier, mais ton parcours avec l'équipe de France, il est incroyable. Tu as vraiment pris ta place année après année, compétition après compétition, jusqu'à la dernière qui s'est jouée là, même si le résultat n'a pas été à la hauteur de ce que l'équipe de France voulait aller chercher. Comment tu te sens aujourd'hui avec l'équipe de France? Je couple un petit peu avec la première question et c'était aussi ce changement de numéro-là. C'était de me dire aussi, je me sens enfin moi et enfin bien dans cette équipe. J'ai eu du mal au début, j'avais un peu le rôle de l'imposteur, on en avait déjà parlé je pense la première année ensemble, où j'avais du mal à me sentir pleinement dans le collectif parce que pour moi c'était un autre monde. Sauf qu'aujourd'hui, je m'y sens très bien. J'avance avec l'équipe, avec les filles. Le staff me fait confiance encore, puisqu'il m'a toujours fait confiance, sinon j'y serais pas, je pense. On a un très bon binôme avec Ali. Ça se passe très bien. Et puis de la concurrence saine, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Donc je trouve que cette équipe de France est saine. Et On a ressorti de la dernière compétition justement, on a vu quand même pas mal de moments de communion. Oui. Il y a eu ces chansons avec Boulevard Désert aussi qui ont été créées, qui ont montré aussi cette ambiance en équipe de France et les différentes identités. Tout à fait. On a l'impression que c'est très sain effectivement. C'est sain, ça reste de la compétition puisque c'est des filles sélectionnées dans les clubs, mais voilà, c'est de la bonne compétition, c'est de la bonne énergie et puis personne se tire une balle dans le pied comme on dit et le but c'est de s'élever et puis finalement on va toutes jouer ensemble à la compétition d'hiver. On ne sait jamais si on fera la prochaine aussi. Le rendez-vous est pris, mais on ne sait pas qui sera sélectionné. Exactement. Donc non, ça se passe très bien. Je suis très contente
de mon évolution, alors pas forcément technique, mais psychologique par rapport à cette équipe de France. Et j'espère apporter encore à cette équipe du mieux que je peux. Et justement, est-ce qu'on arrive, parce que ce changement de numéro prouve aussi que tu te sens peut-être plus installée dans ce collectif-là. Tu es plus la jeune qui arrive, tu es quand même une joueuse qui cumule maintenant des dizaines de sélections, qui a un palmarès. Est-ce qu'on arrive à se sentir incontestable en équipe de France, ou est-ce que plane toujours au-dessus de nous, malgré ton niveau médian qui te place parmi les meilleurs d'Europe à ton poste, un côté de toi qui te dit cette place n'est jamais acquise et il n'y a pas de côté incontestable à une place en équipe de France? Je pense ça. Je pense que personne n'est irremplaçable et c'est vraiment ça. En équipe de France, il n'y a pas de place incontestable. Demain, je peux avoir une blessure. Demain, il peut m'arriver quelque chose. Il peut y avoir une fille qui explose à mon poste et je dois céder ma place. Donc, c'est aussi une source de motivation de se dire j'ai envie de rester en équipe de France, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir avec le maillot bleu ou blanc parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et dans 20 ans, j'ai envie de me souvenir que je me suis battue pour garder ma place et encore battue contre moi-même. Parce que c'est pas contre les autres que je me bats, c'est pour être la meilleure version de moi en fait. Parce que si demain quelqu'un est meilleur que moi et mérite sa place, je lui dirai bien joué. Bien sûr que j'aurai le seum, mais c'est comme ça. Alors que si je pense, je me donne tous les moyens et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, puisque c'est pas on est en stage et boum, on doit être bonne. C'est le travail quotidien, c'est mon engagement avec Metz au quotidien, c'est tout ce que j'essaie de mettre en œuvre autour du sport pour pouvoir performer et être bien. Donc ouais, personne n'est indispensable et même si je me sens bien dans cette équipe, on ne sait jamais quand est la prochaine fois. Je parle de ça aussi parce qu'il y a la perspective, et on en a parlé la dernière fois que je suis venu dans cette émission, du Hall of Fame. Des joueuses qui peuvent être une source d'inspiration. Tu en as croisé certaines, il y a Alison Pinault et Cléopâtre Darleux qui jouaient à Metz Handball l'année dernière, qui ont été intronisées la dernière fois avec Amandine Leno, avec Alexandra Lacrabert, et puis j'en oublie ou pas. Et il y avait Vincent Gérard. Vincent Gérard et Karabatic aussi. Et Karabatic. Ça, c'est le step suprême. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez, pas forcément que toi, mais les joueurs de cette génération-là, en se disant, si j'arrive à marquer à ce point, c'est-à-dire 10 ans, enfin 15 ans même en équipe de France, Alison Pinault et Amandine Leno, c'est quasiment 20 ans d'équipe de France, ce côté incontestable, elles l'ont eu. Ça demande quoi pour avoir ce statut-là, pour avoir cette longévité-là? Je te pose cette question-là parce que Cléopâtre Darleux et Alison Pinault, tu as joué encore avec elles l'année dernière et elles avaient encore un rôle prépondérant dans l'équipe de Metz Handball qui a fait Final Four. Donc c'est Déjà, je vais commencer par dire que ça fait rêver. Ça fait rêver d'avoir le caractère, le corps, l'esprit de pouvoir faire toutes ces années en équipe de France et d'intégrer quelque chose quand même de très symbolique, le Hall of Fame, pardon. On a du mal en France. C'est dur, hein, on a que trouvé un nom français. En anglais, c'est mieux. le panthéon du handball. Le panthéon du handball. Le Hall of Fame. Mais du coup, c'est aussi un remerciement par rapport à tout ce qu'elles ont donné. Parce que nous, on donne tout le temps à notre sport. Et finalement, c'est pour moi leur récompense aussi à tout leur sacrifice et tout leur travail. Et j'en viens du coup à ton deuxième point. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir toujours des objectifs. Toujours. Petit, moyen, long terme. Mais se donner cette motivation qui fait qu'on n'a jamais envie de s'arrêter de travailler. Avoir aussi l'impression qu'on n'est jamais arrivé au bout de ses compétences. Je pense qu'on peut toujours progresser. Et je pense que le jour où on se dit « je ne peux plus rien apprendre », c'est qu'on ne peut plus avancer et qu'on ne peut plus aller au-delà. Je pense qu'il faut, je reviens un petit peu sur ça, mais une bonne hygiène de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger un petit fast-food ou sortir avec des copains de temps en temps, mais tout est une question d'équilibre, je pense, dans la vie. Il faut savoir vivre, mais garder quand même la ligne de conduite du sportif. Exactement. Donc voilà, et pour le reste des ingrédients, je dirais que je ne les connais pas encore parce que j'y suis pas et que j'essaierai de les trouver pour, dans 15 ans, vous les dire. Il y a une bonne base en tout cas pour la recette. Il y a quelques ingrédients déjà bien placés. Peut-être pas.
10 ans, ça me va. Peut-être après. On sent que tu as un vrai cheminement mental sur ton approche du sport, ton approche de ta vie autour de ça. Tu en as un petit peu parlé au Républicain Lorrain il y a quelques jours sur le doute qui t'a accompagné pendant une bonne partie de ta carrière, qui continue toujours de t'accompagner d'une certaine manière, et l'accompagnement aussi psychologique que tu as choisi de suivre. On en parle de plus en plus souvent, Rémi, sur ce plateau, de l'accompagnement psychologique des sportifs, etc. Il y a une vraie parole qui se libère. C'est quoi ton rapport autour de ça ? J'ai toujours... Alors moi, je ne savais pas trop de base que c'était tabou, la psychologie, C'est peut-être tout mieux ça. comme ça. Ouais. Ouais, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été très intéressant et très indispensable, en fait. Mais j'étais jeune et je me rendais pas compte que c'était un travail quotidien. Donc aujourd'hui, pour moi, le psychologue, la préparation mentale, c'est quelque chose d'ultra important pour l'équilibre d'une joueuse, mais aussi de tout le monde en fait. L'équilibre personnel finalement aussi. Ouais. Ah mais totalement, puisque finalement ça t'aide à te connaître toi. Ça te permet aussi de déverrouiller certains processus, parce qu'il y a de la neuroscience derrière, il y a plein de choses très intéressantes. Il y a l'application de certains outils. Je suis quelqu'un de très angoissé. Voilà, dans la vie, j'ai développé certaines peurs qui, aujourd'hui, sans mon accompagnement, me feraient douter énormément. Et je pense qu'il faut en parler, il faut se dire... J'ai pas honte du tout de dire que je vois un psychologue, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait passer des caps au quotidien. Et je pense que c'est essentiel à un équilibre, surtout aussi dans ces vies un peu... forte d'adrénaline et qui demande énormément de travail sur soi. Mais je pense que tout le monde, s'il a la chance de pouvoir le faire, devrait aller se confier et travailler sur soi-même en fait. Merci beaucoup, Lucie. On espère que ce sera entendu, en tout cas, par des gens qui peuvent en avoir besoin, sportifs ou non. C'est vrai que c'est un tabou qui a été longtemps présent, même dans la société, et qui fait bon de voir tomber ces derniers temps. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci, Rémi, de l'avoir partagé avec nous. Merci, Lucie, d'avoir été présente. C'était extrêmement intéressant d'échanger avec toi. Merci à vous, comme chaque semaine, de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. À très vite.